suis ingénieur et j'ai moi-même 34 ans et je suis donc le mari d'Hélène. J'ai grandi dans cette rue, dans la maison qui est juste à côté, jusqu'à mes 18 ans. Donc je connais très bien cette maison parce que j'y ai passé toute mon enfance. Je connaissais très bien Yvonne, qui était la dernière propriétaire, que j'ai côtoyée de mes 0 à 18 ans. À l'été 2020, on a commencé vraiment à s'intéresser à cette maison parce que ça faisait maintenant 3 ans qu'elle n'était plus habitée et que l'état s'est vraiment dégradé. Il a commencé à avoir un trou à l'arrière dans la grange, puis à l'avant, et il y avait vraiment un problème structurel, à tel point qu'un arrêté de péril a été émis par la mairie. Donc le risque à court terme, c'était une disparition de la maison, parce qu'il pouvait à tout moment avoir des chutes de tuiles ou des pans de charpente sur le voisinage, voire peut-être des enfants qui auraient pu se promener à l'intérieur. Donc il y avait vraiment un risque pour tout ce qui est la voirie, mais également la maison d'habitation qui est immédiatement à côté. Et comme tu habitais juste la maison à côté, et que tes parents passaient très régulièrement devant la maison, ils voyaient aussi l'état se dégrader, ils nous ont aussi alertés en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? La maman de Mathieu a quand même pris les devants, elle a demandé au maire qu'est-ce qu'il pouvait faire de cette maison qui était inhabitée. Il aurait pu la racheter, mais en faire un parking. Elle en a parlé à Mathieu, et c'est là qu'il s'est dit non, c'est pas possible, cette maison elle représente quand même beaucoup. Depuis son enfance, il passe devant, il sait qu'au niveau architectural, elle est quand même très différente, encore très ancienne. Et elle fait vraiment partie de l'histoire de la commune. C'est l'une des dernières maisons de ce type-là à Pont-de-Bois, dans la région des Pays des Étangs, la région de la Sarre. De ce type-là, parce qu'on est encore sur du colombage jusqu'au rez-de-chaussée. On est sur des toits qui sont très très raides, très pentus. Et c'est presque un miracle qu'elles soient encore ici quand on voit les alentours des villages où ces maisons n'existent plus. L'idée, c'était de donner une seconde chance. On va regarder si c'est possible de la restaurer. Non, déjà de l'acheter. Est-ce que c'est possible de l'acheter? Parce que tout était incertain. Mais ça, on ne le savait pas encore. Ouais. L'idée, c'était d'abord de la restaurer et puis après de regarder le financement qu'on pouvait y apporter. Et si, dans le pire des cas, ce n'était pas possible, eh ben, la maison aurait été détruite. Mais au moins, on voulait lui donner une seconde chance. Et puis c'est là qu'on s'est lancé dans les recherches. On a rencontré l'un des héritiers. On est tout de suite tombé d'accord sur le fait qu'il fallait sauver cette maison et qu'on pouvait l'acheter. Sauf ce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là, c'est qu'il y avait plus d'une vingtaine d'héritiers. Donc là, c'est mis vraiment en route 2 processus. Le premier, c'était de devenir propriétaire. Et le second, c'était de trouver rapidement une solution pour pas que l'État en périsse. Et puis à force de ténacité, on a mis pratiquement en une année, on est arrivé à avoir chaque signature de chaque personne qui était répartie des fois à l'autre bout de la France, mais on est arrivé à les trouver. On est arrivé à trouver des professionnels qui savaient encore travailler le Pont-de-Bois. Avec ces personnes-là, on a essayé de monter un projet. Parce qu'on peut la restaurer jusqu'à un certain niveau, mais il faut après que ça puisse quand même se financer un minimum. Donc on voulait en faire un gîte. Et pour en faire un gîte, on est arrivé tristement à la somme de 500 000 €. Parce que la maison est énorme, elle fait 350 mètres carrés. Au mois de février, mars 2021, on n'était toujours pas propriétaire et c'est là qu'on a eu l'écho par le CAUE à Metz que le parc de Sainte-Croix cherchait une maison à Pont-de-Bois, typique du pays des étangs, pour l'intégrer dans son parc. Donc pour nous, c'était presque un cadeau du ciel parce qu'on commençait à rentrer dans un chemin un peu sans issue. On se disait, la maison, on va peut-être devoir la détruire parce que les coûts sont trop importants. Donc on a commencé ensuite à discuter avec Laurent Singer, qui a eu un coup de cœur la première fois qu'il est venu pour cette maison. Et c'est seulement au mois de juin 2021 qu'on est devenu propriétaire. Voyant que financièrement c'était pas jouable parce qu'on n'avait pas les subventions attendues et que les coûts des travaux étaient importants, on a donné notre accord à Laurent Singer en disant voilà, nous ce qu'on veut c'est que la maison soit sauvée, on vous la donne, on veut rien en retour, par contre on veut qu'elle soit restaurée au plus proche de l'identique et que le patrimoine soit mis en avant pour qu'elle soit enfin visitée et mise en valeur. À partir du mois de juillet, le parc de Sainte-Croix prend la main sur cette maison. Ils vont démarrer le détuilage, démonter les torchis qui sont présents sur toute la structure en bois. Et puis après, le charpentier va commencer pièce par pièce. Chaque pièce est annotée. Donc on va les déposer une par pièce, les déboîter, puis ensuite les emmener à Sainte-Croix et les reposer dans l'ordre initial. Donc il y a tout un travail très méticuleux de reconnaissance. Il y a un audit qui a été fait de chaque pièce. Et puis, les pièces qui ont été abîmées par le temps, celles-ci seront remplacées à neuf. Mais le but, c'est vraiment de récupérer le maximum des éléments en place. Et au mois de février de cette année, on a fait des déménagements tous ensemble pour sortir tout ce qui était mobilier à l'intérieur, pour que maintenant, les charpentiers puissent travailler de façon aisée à l'intérieur du bâtiment.
m'appelle Michel Mux, je suis gérant de l'entreprise Bâti Rénov', une entreprise de charpente. Avec mon équipe, nous allons procéder au démontage et au remontage d'une maison à colombage à Mittersheim. Ce genre de chantier n'est pas courant, c'est quelque chose qui me permet de voir comment procédaient les charpentiers du XVIIIe siècle, les assemblages, se rendre compte qu'il y avait un temps de taillage qui était très important, le levage naturellement sans grue était assez fastidieux. Ça nous remet un peu dans le contexte et malgré la poussière et malgré les différents désagréments, on va dire, de la déconstruction, on aura plaisir à reconstruire et à reprendre les pièces comme nos aïeux l'avaient fait avant. C'est une maison à pans de bois. Elle serait de 1723 comme c'est indiqué sur le linteau. On n'a pas la preuve historique, mais on a fait venir des gens qui travaillaient à l'écomusée d'Alsace. Et par rapport à la construction, donc on est sur du torchis, des bois longs. C'est une maison qui pourrait même être plus ancienne, qui aurait peut-être même été déjà une fois déplacée, parce qu'il faut savoir que les maisons à colombage ont été créées à l'époque comme des biens mobiliers, des biens qu'on peut déplacer par exemple lors du mariage. Donc c'est pas des maisons qui étaient faites pour durer dans le temps. Sinon, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc elle est répartie en un tiers habitation, 2 tiers grange où il y avait les animaux, et à l'intérieur de l'habitation il y a un fumoir assez imposant qui est à l'arrière de la cuisine. Le bétail était dans la grange, dans les établis, et la grange est traversante de l'entrée jusqu'à la sortie de la maison. On est sur un pignon qui doit avoir une hauteur d'à peu près 15 mètres, donc c'est très très haut. Ça rend d'autant plus les travaux assez difficiles parce qu'il y a un savoir-faire, il y a forcément un risque de chute qui est important. C'était, il semblerait, une maison de laboureurs. Les laboureurs pouvaient se permettre de mettre plus d'argent dans leur maison et ça se voyait par exemple à l'épaisseur des poutres et à la largeur du plancher. Vraiment, c'était une maison qui dénotait par sa richesse en fait. Je m'appelle Christian Fuchs. J'ai 65 ans et j'ai été un de ceux qui ont travaillé à l'écomusée d'Alsace où on a remonté donc 70 maisons qui ont été transférées. Le parc a fait appel à moi pour être consultant sur ce démontage et sur le projet de remontage, notamment sur l'aspect technique. C'était ce qu'on appelle une ferme bloc. En alsacien, on dit Einderhaus. Voilà, donc tout sous le même fêtage, donc c'est vraiment une ferme traditionnelle. C'est un très beau bâtiment en chêne, très dense au niveau du bois, on peut dire en bon état. Et donc le projet va consister en le remontage donc, au parc pour en faire une maison pédagogique. Dans cette première phase, j'étais surtout là, avant le démontage et maintenant, poursuivre les travaux de démontage. Bon, on peut dire que c'est très bien fait, parce que pour l'instant, il a très bien suivi le process de numérotation, de stockage des bois de manière ventilée. On a également récupéré dans une benne quelques mètres cubes de torchis anciens qu'on va régénérer simplement de manière pédagogique, remonter une partie des miroirs avec du torchis. On pourra, en fonction des besoins, moduler principalement l'intérieur, ouvrir des espaces plus grands et également assurer un éclairage naturel correct et peut-être en fonction de l'orientation également prendre en compte aujourd'hui les aspects un peu bioclimatiques qui peuvent aussi être, d'un point de vue pédagogique, être démonstratifs. Nous, l'idée première, c'était que la maison ne devait pas disparaître, parce que ça fait 300 ans qu'elle existe, et c'est tout un patrimoine, c'est tout un savoir-faire qui est présent à l'intérieur de cette maison. Qu'elle puisse être mise en lumière à Sainte-Croix, c'est une chance énorme, parce qu'elle va pouvoir être visitée, elle va pouvoir être entretenue, et les gens vont pouvoir connaître un peu plus leur histoire, parce qu'on a oublié que dans nos villages, il y avait encore des maisons à colombage il y a quelques décennies, et puis à Sainte-Croix, il y a tout un côté pédagogique aussi qui sera amené avec leur future zone, les animaux seront à l'intérieur. On va parler de l'agriculture locale, de l'agriculture en Lorraine, de l'agriculture du passé. Tout ce côté agricole sera mélangé à l'architecture locale. Ici, c'était la maison d'Yvonne, tout le monde la connaissait dans le village, tout le monde connaissait la famille et les enfants. C'était un lieu de passage où les gens aimaient bien aller dans la stube, boire un verre. C'était toujours très vivant. Elle-même adorait sa maison et puis ses espaces extérieurs à l'arrière. Elle avait un énorme potager. Je pense que c'est d'autant plus beau qu'elle est à Sainte-Croix, c'est que la maison d'Yvonne va perdurer, mais d'autant plus elle sera dans un élément qu'elle connaît. Elle sera au milieu d'animaux, au milieu du futur jardin de permaculture, et elle sera visitée par plein de gens. Donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans cette maison. Elle ne meurt jamais, quoi. Elle continue dans le temps. On a hâte maintenant qu'on puisse bientôt participer au chantier de reconstruction. J'ai hâte de voir les animaux là-dedans et de me dire, tiens, quand je l'ai vue la dernière fois, c'était la charpente, elle était vraiment dans un état misérable et que maintenant elle est remise à neuf. Et qu'elle est vivante, quoi. Voilà.
coupe sur l'espace Grange. Hein, donc là, vous voyez le volume de la nouvelle salle pédagogique qui sera dans le grand volume Grange, hein, où on pourra, on va dire, dès que vous entrez à l'intérieur, voir tout ce volume. Donc là, c'est encore une fois une coupe, hein, sur cet espace où on a cet espace, on va dire, pédagogique et tout le volume, hein, là on le voit un peu mieux, hein, qu'on va reconstituer et que vous verrez encore une fois sur place. Une coupe sur l'espace habitat où on voit, hein, la mise en évidence, hein, du séchoir, hein, pas du séchoir, pardon, du fumoir, hein, historique. La vue, le structurel. Voilà. Cette salle pédagogique va nous permettre aussi de contreventer tout le bâtiment, de venir bloquer un peu tous les éléments de charpente. Il y a beaucoup de vide, et je ne vais pas dire qu'il y a peu de bois, mais on ce rajout un peu de programme va nous permettre de renforcer aussi des pièces de bloc qui sont extraordinaires. Complètement. Bon, il ne faisait pas 20 arbres, il y avait de la place. À chaque fois, oui. Oui, il y avait de la brique, la remplissage. Je parle de structure qui avait été laissée quand la nouvelle maison avait été construite dans le bâtiment. Il n'y avait pas d'excès, il y avait une double structure. C'est là où la fait. Le fameux escalier sera ici. Pour desservir les étages. En place une ancienne écurie. Ça permettra de desservir, on va dire, la nouvelle salle pédagogique. Et on aura une passerelle, on va dire, à partir de l'escalier qui permettra de se balader dans ce grand volume vide, hein, pour mettre un peu en spectacle aussi. Alors, au niveau des PMR, on a pendant le rez-de-chaussée, on a la salle pédagogique qui sera au rez-de-chaussée. On a trouvé effectivement un compromis avec les services. Ça va dénaturer considérablement la maison d'avoir un ascenseur. Donc on a trouvé un compromis en proposant les services rez-de-chaussée. Avec l'aide du CIAE, voilà, qui a poussé notre demande autrement. C'est-à-dire qu'on a la spécificité du. Comme. Michel, viens. Pourquoi t'as pas taillé la piste de
rentrez à l'abri, rentrez à l'abri. On va faire plus ça. Oui, donc ça met la pression à dire le 28 juin pour que ce soit fini à Paris. C'est ça. Alors là, c'est les vaches vosgiennes. Jim est fan, tu peux faire des chambres, mais c'est les gamins comme toi. Ah voilà, les gamins, ils vont pouvoir se jeter dans du foin et descendre après, tout ça sera un côté jouant. Michel, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, finalement, cette maison improbable qui ne devait pas être ici, et comment elle est arrivée ici, et comment tu l'as découvert, et pourquoi elle a atterri ici? Alors, on a donc démonté la maison d'Yvonne en 2022, c'est ça. Et je crois un an et demi après, il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc presque le voisin de la maison d'Yvonne. Il m'a dit je voudrais construire une maison à la place de mon hangar. Et puis à l'intérieur, il y a du colombage. Est-ce que ça vous intéresse de le démonter? Alors je suis allé sur place, et puis moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai envoyé les photos à Laurent, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est ton nouveau délire? Parce que en fait c'était un bric-à-brac impossible. On voyait pas grand-chose du colombage, mais moi en grimpant dedans, j'ai vu qu'il y avait encore le fil noir. D'ailleurs il est là. Il y a encore le fil noir. Elle est beaucoup plus petite. Hein. Ça c'est que la partie habitation. Hein. Donc après, par rapport à Yvonne, ça c'est la partie habitation. Et de l'autre côté, on avait la grange qui a disparu. J'ai récupéré juste une ferme. Et en fait, comme cette maison-là était à l'intérieur d'une structure agricole avec un peu de tuiles et beaucoup de tôle, elle a été un peu conservée grâce à ça. Voilà. Et on l'a récupéré, on l'a ramené ici. Laurent il m'a traité un peu de fou, mais finalement... on est super contents. Ça rend vraiment et donc, moi j'avais aucun doute là-dessus. Donc ça va être jouant pour les enfants dans les étages, ça va être très pédagogique sur le bas ici, et derrière moi donc il y aura 3 vaches vosgiennes qui arrivent bientôt à la fin du mois, avec toute la mise en avant de cette filière, les vaches vosgiennes qui produisent 2 à 3 fois moins de lait que des Holstein et compagnie, mais qui auront un vrai rôle, et notamment sur le master. Et on a dans les petits délires de faire du fromage sur site. Je ne sais pas si tu sais que ici, ce territoire, on est, et Bernard aussi, on est classé en AOP Master. Que l'AOP Master est sur ce territoire jusqu'ici, ce qui est surprenant. Donc l'idée, c'est de faire revivre du Master sur Sainte-Croix. Donc ça, c'est un délire de ville 25. Il y a Thomas qui voulait nous faire une démonstration de projection de chaud-chambre, et puis c'est incroyable, il nous dit qu'il fait trop moche. Mais il va vous expliquer le principe. Je te passe la parole. On peut venir pour la dégustation de Master. De reconstruction par les fonds européens, le FEDER, qui sont gérés par la région Grand Est. Alors donc ça, faut rendre aussi. Ça a été un effet levier aussi. Je te passe la parole. Vous pouvez le voir là. C'est le refus de projection. Mais vous pouvez toucher les murs qui ont été faits. Vous verrez que c'est déjà dur. Ça a été fait hier après-midi. Donc en fait, le procédé il est assez simple. On a 2 machines. Une machine pour la chaîne botte, donc la partie végétale, qui va envoyer en fait avec de l'air soufflé cette fibre. Et on a une deuxième machine pour la barbotine de terre, de chaux, qui va arriver dans un deuxième tuyau. Et en fait, dans ces 3 buses, avec un système d'air comprimé, ça va casser le jet de barbotine et faire comme une pluie en fait, pour enrober complètement le produit. Donc c'est un peu comme de la neige qu'on va souffler en fait sur les murs. Les colombages, on les prépare en fait avec du bois. Bon, ici on a pris du chêne parce qu'on remplit uniquement l'épaisseur du pan de bois. Nous, souvent, ce qu'on fait en fait quand on fait du terre-chanvre ou du chaud-chanvre, c'est le pan de bois plus une surépaisseur à l'intérieur
pour apporter en fait une isolation, parce que ce qu'on fait c'est c'est essentiellement des maisons d'habitation. C'est ce qu'on aura à Yvonne. Tertiaires, voilà. Donc on fait ce complément pour arriver entre 25 et 30 cm pour avoir une résistance thermique de 5 et rentrer complètement dans les normes actuelles. RT 2020. Voilà. Ceux qui manipulent ces choses à faire. En habitation, on utilise essentiellement en fait du roseau pour faire le coffrage, qui va faire notre support d'enduit pour l'intérieur. Donc ici, ça sera des enduits. On va récupérer le refus de projection qu'on va amender avec de la terre et puis du sable pour amener de la dureté. Et puis venir faire les enduits de finition en fait à l'intérieur. Vous pouvez réarroser et réparer votre mur. C'est des choses qu'on peut réutiliser en permanence, donc dès qu'on la humidifie, on aura trois, je ne vais pas dire 3 couches, mais on aura le mur massif en béton de chanvre, tu me coupes Thomas. À l'extérieur, on aura une protection à la pluie. Ouais. Et à l'intérieur, dans l'âge tube notamment, on aura une finition à l'argile. Voilà. Pour l'étanchéité à l'air. Donc là, encore une fois, on parlait de murs bioclimatiques. On remplit énormément de cases du mur bioclimatique. Donc c'est respirant, c'est isolant, on a une très forte inertie pour le confort d'été. Donc c'est vraiment un très bon matériau. Fibre de bois ou laine de bois, ou selon le budget restant, sachant que on me regarde avec des gros yeux, ça on mettra une laine minérale. Matériaux les plus simples possibles. On aurait bien aimé mettre de la laine de Moselem, mais c'est pas encore en cours de développement. Ouais, voilà. Vraiment pas évident. Et donc l'idée c'est de mettre le bâtiment, de le couvrir d'ici fin juillet. Après il y a la pause du mois d'août. Et puis bon, qu'il y ait une forme de clos couvert, qu'on puisse faire les aménagements antérieurs pour la fin de l'année et vraiment utiliser ce bâtiment dans sa fonction, dans ses objectifs finaux pour l'ouverture de la saison 2025. Alors je parle il y a beaucoup de seconde œuvre, etc. Par exemple Thomas qui est avec nous là, il est là avec nous quelques mois quand même. Qui vient souffler, c'est complètement un autre process, beaucoup plus long. Auquel une préservation en fait, comme une préservation. On met la prise en lévitation, on la fixe et après il vient souffler. Et il faut qu'elle soit aussi à la bonne profondeur. C'est complètement différent. C'est un peu déroutant les premières fois que les gens voient ça, mais en fait quand on a fait un mur, après on voit que ça fonctionne très bien et ça marche. C'est juste l'organisation du chantier qui est une idée de ce qui est fini. Et après, quand on vient, souvent on met les plaintes, on met les prises. Non, c'est pas encore le... Par exemple, pour le cas alsacien, c'est moins rentable que de faire du maïs. Parce qu'il n'y a pas de subvention. Voilà. Mais ça demande un peu moins d'eau. En fait, il y a besoin de rien. Voilà. Non, mais c'est à peu près, pour un agriculteur, il va avoir 30 à 40% de moins quand même entre du maïs et du chanvre. Et après, on va juste mélanger avec En fait, ça c'est du sable ou c'est de la terre? Non, c'est que de la terre. Que de la terre. En fait, le chanvre, il pourrait tenir seul, sans rien, quand on le projette. Parce qu'il a un squelette granulaire qui fait qu'en fait, quand on le jette, c'est comme de la neige. Okay. Et donc avec l'eau, en fait, il se collerait seul. Par contre, on met la terre parce que quand ça sèche, là, il faut le tenir. Et donc, en fait, c'est l'argile qui le tient. D'accord, ok, ouais. Ok, ouais, c'est l'argile. Et ça peut être aussi utile. Allez-y. Allez-y. Allez-y.
Enfin, je sais pas.